Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ceuta et Melilla, mosaïque socioculturelle. Cohabitation sociale et dynamique identitaire. Alicia Fernandez Garcia. Ater, Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Cette contribution étudie l'histoire sociale et les dynamiques des relations interculturelles dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Villes espagnoles appartenant pourtant au continent africain et se situant sur la côte nord du Maroc, elles sont devenues deux laboratoires de la multiculturalité. Je m'intéresserai à la nature de leur cohabitation, à son impact sur les identités des habitants ainsi qu'aux modes d'identification dans les sociétés de ces villes. Mots-clés: société multiculturelle, identité, cohabitation, ségrégation. 10 Contribution Studies, The Social History and the Dynamics of Intercultural Relationships in Ceuta and Melilla. Spanish cities belonging to the African continent and located in the north coast of Morocco, Ceuta and Melilla became two laboratories of multiculturalism. 10 Articles studies the nature of their social coexistence, its impact on the cultural identities of their inhabitants, as well as the mode of identification in the societies of these cities. Keywords: multicultural society, identity, coexistence, ségrégation. Cet article s'intéresse à l'étude de Ceuta et Melilla comme deux mosaïques socioculturelles. Il s'agira de déceler la réalité socio-démographique des communautés qui habitent ces villes et d'étudier les dynamiques identitaires forgées au sein de chaque collectif. Ce travail de recherche s'inscrit dans les études sur la civilisation hispanique contemporaine et s'appuie sur un travail ethnographique nourri par 5 terrains de recherche réalisés dans ces deux enclaves, qui combinent l'observation participante et les entretiens semi-directifs. Le dispositif d'enquête déployé a porté sur 2 niveaux complémentaires. Institutionnel d'abord, auprès des autorités administratives, des syndicats, des responsables éducatifs, des personnalités emblématiques des villes, des dirigeants politiques et des travailleurs des organismes sociaux et humanitaires. Puis à un niveau plus informel, auprès de la population, en général par le biais de nombreuses discussions et entretiens menés dans des lieux publics et avec des citoyens ordinaires. D'abord, je proposerai une présentation synthétique, chiffres et données qualitatives à l'appui, des 2 principales communautés catholiques et musulmanes qui peuplent ces villes afin d'étudier leur démographie, leur organisation et leur religiosité. Les plus de 80 000 habitants qui y résident habitent dans des quartiers très différents et souvent renfermés sur eux-mêmes voire impénétrables. La deuxième partie dressera une radiographie de la distribution spatiale de chaque communauté, en cherchant aussi à mettre en avant la réalité socio-économique de chacune d'elles. Enfin, je m'intéresserai au processus de construction identitaire dans ces enclaves et aux mécanismes qui interviennent dans la représentation de soi-même et de celle d'autrui. Ceuta et Melilla, ville multiculturelle, une étude des communautés musulmanes et chrétiennes. La croissance démographique des enclaves est intimement liée à leur essor économique durant le XIXe siècle, lorsque plusieurs vagues de migrants péninsulaires, mais aussi de Marocains, de Juifs et d'Hindous arrivèrent pour peupler les villes du protectorat espagnol au Maroc. Cependant, l'indépendance du Maroc en 1956 stoppa le trafic commercial frontalier, Ceuta et Melilla tombèrent dans une période de léthargie. Le repli des troupes et le retour des fonctionnaires et de leurs familles entraînèrent une saignée démographique. L'Espagne prit alors conscience de l'importance de peupler ces vieux présides et elle mit en place un plan démographique d'urgence. Toutefois, la situation stratégique de Ceuta et Melilla et les avantages de leur port franc attirèrent notamment des populations non péninsulaires qui vinrent remplir le vide démographique. Pour bien appréhender le caractère multiculturel de ces enclaves, j'étudierai les 2 communautés majoritaires, les communautés musulmanes et chrétiennes. La communauté chrétienne, le groupe majoritaire est dominant. Même s'il existe bien évidemment des laïcs parmi les Espagnols originaires de la péninsule ibérique, force est de constater que la religion demeure le principal trait d'appartenance sociale. Ainsi, le degré de religiosité et la pratique du christianisme sont forts au sein de ce groupe social majoritaire. Les fouilles archéologiques menées à Ceuta ont daté l'existence d'une communauté chrétienne au IVe siècle.
La conquête portugaise de la ville pérennisa cette présence chrétienne avec la christianisation de l'espace public imprégné de l'art et de la culture musulmane. Dans l'actualité, la ville dispose d'un important nombre d'églises et de chapelles éparpillées dans l'espace urbain, de la présence de 7 ordres religieux et d'un groupe de l'Opus Dei. Melilla, également, jouit d'une vie religieuse très dynamique et institutionnalisée grâce au rôle d'une vingtaine d'organisations, d'associations ou de confréries, ayant pour mission la formation et la promotion spirituelle ainsi que l'aide sociale. Les églises sont à la fois des lieux de culte et des endroits très polyvalents, comme je l'ai constaté à l'intérieur de l'église Saint-Joseph, dans le quartier de Hadu de Ceuta, qui sert de siège central à l'association religieuse Caritas Ceuta mais aussi de centre d'alphabétisation. La religiosité à Ceuta n'est pas seulement l'affaire du personnel religieux ni un legs architectural, mais demeure une pratique sociale très vivante. C'est l'impression transmise lorsque devant les manifestations religieuses, églises, chapelles, images de vierges, de nombreux habitants s'agenouillent ou s'arrêtent pour faire une prière. Une religiosité qui se vit tous les jeudis lorsque les chrétiens font des répétitions musicales pour les festivités de la Semaine Sainte, mais aussi une foi qui se pratique lors des messes du dimanche. Ma discussion avec un prêtre m'a appris que le taux de vocation religieuse est bien plus élevé à Ceuta que dans n'importe quelle ville péninsulaire. Une autre expression populaire de la ferveur religieuse est la célébration des fêtes patronales en l'honneur de la Vierge d'Afrique à Ceuta et de celle de la Victoire à Melilla dont le coup d'envoi est donné par une messe présidée par les autorités politiques et militaires et les personnalités civiles des villes. Ces vierges semblent dotées d'un important capital symbolique pour avoir accompli une mission comparable à Saint Jacques, patron de l'Espagne, connu populairement comme Matamoros, ou tueur des morts. D'autres rituels chrétiens d'une moindre ampleur sont aussi célébrés toute l'année dont la fonction est de maintenir vivante et de nourrir cette religiosité catholique populaire. Dans ces enclaves, le catholicisme a été pendant des siècles la religion hégémonique et religion et pouvoir ont cohabité ensemble au sein des institutions. Un fait qui a marqué aussi bien la politique que la culture citoyenne même pour ceux qui professent d'autres religions. Cette hégémonie du catholicisme se perpétue jusqu'à nos jours car si quantitativement l'islam et le catholicisme sont devenus les 2 religions les plus pratiquées, la sphère de la religiosité catholique dispose d'une visibilité majeure. Les paroisses, aumôneries, communautés religieuses, associations de séculiers et les bâtiments religieux témoignent de la portée et du poids social, éducatif et religieux que le catholicisme exerce toujours sur la société. En effet, la communauté catholique des villes compte plus de services de base que le reste des communautés religieuses. La communauté musulmane, croissance démographique et intégration progressive. La présence de la communauté musulmane à Ceuta et à Melilla est séculaire, représentant aujourd'hui plus de 40% de la population. Preuve de son ancrage historique, Ceuta compte 31 mosquées distribuées dans les différents quartiers, de même que de nombreux morabitos, des espaces construits à côté du tombeau d'un saint et classés patrimoine culturel local. Melilla, quant à elle, dispose de 15 mosquées. La plupart des musulmans des villes sont sunnites et appartiennent à l'école dite malékite. La religiosité musulmane des villes est constituée autour d'un conglomérat de communautés religieuses, de lieux de culte et d'associations socioculturelles qui reflètent l'hétérogénéité des membres du collectif. À Melilla, par exemple, les tensions entre les 5 associations musulmanes sont récurrentes. La situation a souvent été critique, et les accusations entre les dirigeants ont parfois éclaboussé la sphère publique, dévoilant les liens entre la sphère politique locale et le milieu associatif musulman. Mes séjours dans ces villes m'ont appris qu'être musulman implique un éventail de formes d'identification religieuse et de manières de pratiquer cette foi. Entre ceux qui affirment adopter une religiosité traditionnelle, pratiquer une stricte orthopraxie, avoir abandonné la foi ou la pratiquer de temps en temps, j'ai constaté que se déclarer musulman implique avant tout une portée d'identité culturelle voire d'appartenance ethnique. D'un point de vue démographique, la population musulmane se divise en 3 grands groupes. 1. Ceux dont l'ancrage géographique est séculaire. 2. Ceux installés récemment dans les villes et 3. Ceux considérés comme une population flottante, très difficile à comptabiliser et constituée par des personnes qui mènent une vie transfrontalière entre ces villes et le Maroc. En effet,
Plus de 20 000 personnes traversent quotidiennement le passage frontalier qui sépare ces villes du Maroc, ce qui rend difficile le décompte démographique. Le constat tiré par toutes les analyses est que le nombre de musulmans a doublé au cours des 30 dernières années, renforçant l'importance de ce groupe social. Si en 1986, l'enquête de l'INE révélait la présence de 17 027 musulmans à Melilla et 12 177 à Ceuta, le dernier rapport démographique de l'Union de communautés islamiques des Espagne, UCIDE, publié en 2014, confirme la croissance démographique de cette communauté dans les enclaves. 36 492 musulmans à Ceuta dont 31 771 espagnols et 43 238 musulmans à Melilla dont 32 289 espagnols. Le manque de recensement sur l'origine ethnique contraste avec le débat houleux qui se tient dans les villes à ce sujet. De même, la Commission islamique de Melilla ainsi que des personnalités politiques locales musulmanes telles que Mustafa Mizan, dirigeant du Parti démocratique et social de Ceuta, et Mohamed Ali, président du parti Coalition Cabayas de Ceuta, ont dénoncé le maquillage des chiffres de la population musulmane. Pour ces leaders, il s'agit d'une sous-estimation intentionnée qui entraîne une privation de reconnaissance sociale et de légitimité des partis musulmans et des associations liées à cette communauté. La situation géographique particulière des villes a contribué largement à l'affluence de Marocains. Telle est la conclusion avancée par l'Institut Elcano d'études internationales, qui met en relief le flou démographique autour de cette population. Un collectif qui augmente considérablement en raison d'importants taux de natalité et du regroupement familial, dont 34% des immigrés sont issus, tandis que dans la péninsule, à peine 16% des étrangers séjournent grâce à cette procédure. Ségrégation spatiale et sociale à Ceuta et Melilla. Ceuta, une ville deux espaces. Comme à Melilla, la population de Ceuta se répartit au sein de 6 districts ou arrondissements représentés sur la carte ci-dessous. La population se distribue principalement en fonction des origines, tel que le suggère le tableau 1, mais d'un point de vue de la distribution urbaine, on observe un clivage très net entre l'est de la ville à dominante hispanique et l'ouest où vivent surtout les musulmans. Selon les données de l'UCIDE, la population musulmane représentait 43% de la population totale en 2014. Le premier district, correspondant à la vieille ville, est l'axe économique de la ville où se situent les administrations publiques, les grands magasins et les collèges les plus prestigieux. C'est là où habite un nombre important de juifs et d'espagnols d'origine péninsulaire et où la population musulmane est presque inexistante. 3%. Cette invisibilité est à l'origine de la confusion de l'habitant péninsulaire récemment arrivé, à l'égard du poids démographique de la communauté musulmane. C'est le constat tiré d'un entretien avec un habitant du centre-ville, qui témoigne de l'absence presque totale de musulmans. Avant d'arriver, j'avais l'idée que tous étaient des morts. Et franchement, j'habite dans le centre-ville et je vois que les musulmans ici ne sont que de passage. Une même domination de la population d'origine péninsulaire et de confession catholique existe dans le district 3, très particulier d'ailleurs, car il s'agit d'une zone dont les appartements appartiennent majoritairement au ministère de la Défense et qui servent de logement pour les militaires détachés. Les districts à forte population musulmane se situent en continuité districts 4, 5 et 6, et dans la zone périphérique limitrophe avec la frontière marocaine. Le plus peuplé et le plus étendu est le district 6, formé par les quartiers dits de Adu, Príncipe Felipe et Príncipe Alfonso, ces deux derniers étant souvent considérés comme les quartiers les plus dangereux de l'Espagne. Ils sont d'ailleurs les lieux de tournage de la série policière et dramatique El Príncipe, diffusée sur Télé 5, qui met en scène une vie quotidienne dominée par les trafics et la violence, renforçant d'autant plus les stéréotypes à l'égard de ces quartiers. Les 20% de population non musulmane constituent un effet d'optique, car ce pourcentage correspond surtout au personnel militaire affecté dans les unités 2 tercio de la Légion et Regimiento de Ingenieros numéro 7. Tableau 1. Répartition des communautés en fonction des districts. Source. Élaboration personnelle à partir des données de l'analyse de Carlos Rontomé, 2009. Depuis l'étude statistique menée par le ministère espagnol en 1986,
la ville a subi quelques modifications dans sa répartition démographique. La plus significative a été le renforcement du communautarisme du district 6. Ces disparités dans la répartition de la population musulmane de la ville, ultra concentrée dans les districts 4, 31,4%, 5, 27% et surtout 6, 79,8%, puis presque absente dans le district 1, 3%, véhicule la logique d'une ghettoisation sociale du tissu urbain. Un repli communautaire qui suscite l'inquiétude de certains habitants de ces quartiers, qui craignent la perte de la richesse multiculturelle jadis existante. La cohabitation se dégrade. Actuellement par exemple nos enfants ne fréquentent plus les gens d'autres cultures car ici, dans le quartier d'El Principe, il n'y a plus de chrétiens et pour nous qui avons grandi dans un climat très multiculturel, cela nous fait vraiment mal au cœur. La pression exercée par la proximité de la frontière avec le Maroc a sans doute renforcé le communautarisme dans ces districts. Ainsi, en 2008, parmi les 3124 étrangers recensés à Ceuta, 2640 avaient la nationalité marocaine et parmi eux, 796 résidaient dans le district 6, 780 dans le district 4 et 280 dans le district 5. De plus, les musulmans de Ceuta ont toujours connu des chiffres assez alarmants en termes de travail. Cette différence entre actifs musulmans et actifs chrétiens expliquerait d'ailleurs l'ampleur de l'économie informelle. À Ceuta, le taux de chômage des jeunes était de 41,96%, mais dans les districts 4, 5 et 6 à forte population musulmane, ce taux a explosé et atteint respectivement 69,9%, 72,2% et 76,6% 37. La précarité au travail en fonction des origines se maintient aussi entre les générations. En effet, 63% des pères de ces jeunes musulmans travaillent comme ouvriers ou dans des postes non qualifiés, contre seulement 25% de pères ayant d'autres origines. Melilla, une répartition communautaire de la population. Le tissu urbain de Melilla souligne bien la stratification socio-démographique. Il s'agit d'un legs historique des vagues migratoires, telles que celle des Juifs dans le centre-ville, ou celle des premiers Marocains dans la zone périphérique. Les migrations ont ainsi conditionné la composition socio-culturelle des différents quartiers, car l'établissement des habitants s'est fait à partir d'une série de stratégies sélectives comme le pouvoir d'achat ou la présence de membres du même collectif, ce qui a renforcé la cohésion sociale, ethnique et culturelle. Dans cette ville, la répartition urbaine de la population montre une tendance lourde à la ségrégation spatiale et sociale que les politiques publiques locales n'ont pas réussi à endiguer. Le district 1 constitue le centre historique de la ville connue comme Melilla la Vieja. Les principales familles historiques de Melilla résident depuis plusieurs générations dans cette partie de la ville. À proximité de la vieille ville, les districts numéro 2 et 6 constituent l'actuel centre névralgique, concentrant les principales rues commerçantes où habite la majeure partie de la population de culture juive. Au nord de la ville se trouvent les districts 3, 4 et 5, qui concentrent une population majoritairement d'origine marocaine, le 5e district étant le lieu dénommé la Cañada de la Muerte, ou le ravin de la mort. Le commerce de marchandises demeure la source principale du développement de ces quartiers. Enfin, les districts 7 et 8 sont des quartiers relativement nouveaux à la croissance continue. Le district 8 est quasiment le seul qui connaît une mixité croissante relative à l'origine sociale et culturelle. Tableau 2. Répartition des communautés en fonction des districts %. Source. Élaboration personnelle à partir des données de l'analyse de Mayoral del Arno, 2000. Le tableau 2 montre comment dans chaque quartier, il existe toujours une majorité ethnique ou culturelle, à savoir une communauté qui représente au moins 50% de la population. Dans 5 quartiers, ce sont les personnes d'origine hispanique qui sont majoritaires, à 82% dans le premier district, 52,9% dans le deuxième, 61,5% dans le district 6, 71,4% dans le 7 et 73,6% dans le district 8. Dans les 3 autres quartiers considérés, ce sont les habitants d'origine marocaine qui sont les plus présents, à hauteur de 60% dans le quartier 3, 81% dans le 4 et 75,7% dans le 5. De plus,
La communauté juive se concentre seulement au sein des quartiers 4 et 6, où elle représente respectivement 5,9% et 7,6% de la population. Ainsi, seuls 2 quartiers 2 et 7 sur 9 présentent en fait un mélange culturel et une véritable mixité sociale entre les communautés hispaniques, marocaines et juives. Des données qui valident empiriquement, comme à Ceuta, l'hypothèse d'une relative ghettoisation de la ville, car les populations se répartissent au sein des différents quartiers selon une logique communautaire. Enfin, la ségrégation spatiale de la communauté musulmane de Melilla va de pair avec une marginalisation sociale qui engendre l'accumulation de problèmes. Fort échec scolaire, taux de chômage élevé, féminisation de la pauvreté, pénurie et insalubrité des logements, déficit des infrastructures, etc. Par exemple, dans le quartier de la Cañada, district 6, le chômage affecte 40,95% des habitants et 41,60% des résidents n'ont aucune formation. La ségrégation entraîne aussi une surpopulation car si la Cañada représente à peine 15% de la surface de la ville, ce quartier héberge 29% de sa population totale. Sa situation a même inquiété le Réseau européen de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, EAPN, qui a entamé des journées de réflexion à ce propos en 2011. C'est dans ces quartiers à forte population musulmane que résident la plupart des habitants en détresse sociale. Il s'agit de quartiers marginaux où règne souvent la violence et où les conflits sociaux font des ravages, situation qui les rend inaccessibles aux yeux du reste des habitants qui évitent à tout prix d'y aller. Ainsi, dans ces 2 enclaves, les communautés sont très clivées socialement et caractérisées par un manque de mixité. À Melilla, selon l'INE, Institut national de statistique, seuls 10% des couples recensés en 2000 avaient un partenaire d'une culture différente ou d'une religion distincte, tandis que 53% des familles sont d'origine hispanique, 40% d'origine marocaine et 3% de culture et ou de religion juive. Ces cultures cohabitent ensemble dans l'espace public, mais elles ne se mélangent pas dans la vie privée. Malgré le manque de mixité intercommunautaire, certains discours recueillis lors de mes terrains dans les villes soulignent une progressive ouverture d'esprit. Avant, la femme qui venait se marier avec un Espagnol était considérée comme une pute, maintenant tout change. À Ceuta, le manque de mariage mixte constitue un motif d'inquiétude du rapport de 2014 de l'Institut Elcano et la preuve de l'existence de liens sociaux intimes très faibles entre les communautés. Des constructions identitaires aux référentiels multiples. Mohamed, vendeur de journaux à la sortie du passage frontalier de Ceuta, exprime bien l'enjeu de la construction de l'identité. Il avoue être morito, à savoir petit mort, ayant d'abord recours à cette distinction diffuse qu'est le terme mort, marqueur aussi bien ethnique que culturel ou religieux. Ensuite, conscient de l'imprécision du qualificatif, il décline plus en détail son appartenance. Bon espagnol mérifin, faisant référence à la citoyenneté pour s'assurer la pleine reconnaissance en tant que membre de la communauté politique, mais précisant ensuite son origine rifène. À Ceuta et Melilla, la question de l'identité, notamment dans la population musulmane, s'accompagne d'une déclinaison de l'appartenance dans laquelle s'entremêlent les croyances, les origines voire la géographie. Ainsi, la thèse principale de cette partie est que les constructions identitaires au sein de ces enclaves prennent appui sur des référents multiples, 3 principalement. Référent religieux, référent patriotique et référent local. Ces logiques identitaires semblent être communes aussi bien aux Espagnols d'origine péninsulaire qu'à ceux d'origine marocaine. Des identités imprégnées du référentiel religieux. Dans le processus de construction identitaire, la pression sociale et les représentations religieuses jouent un rôle majeur. J'ai recueilli des propos de musulmans nés à Melilla, qui se trouvent dans des situations délicates dans leur propre communauté, à cause de la pression sociale de leur père à leur égard. La religion est très forte chez nous. J'avais une petite amie et j'ai dû la quitter car la famille ne me laissait pas tranquille. Sa famille passait son temps à me critiquer à cause de l'incongruité de mes origines musulmanes et de mon refus de faire le ramadan. La religion continue ainsi d'être le centre névralgique de l'appartenance et le trait stigmatique de l'identité. De plus, elle clive les sociétés des villes qui assistent à un renforcement de la religiosité chez la population musulmane qui maintient un degré très élevé de pratiques religieuses,
octroyant à la religion une importance capitale et faisant d'elle le principal axe identitaire. De nombreux habitants considèrent même la religion comme étant à l'origine de l'échec de l'intégration dans la ville. En effet, la religion occupe une place d'excellence dans la structure sociale des villes, elle dépasse souvent la sphère du privé pour s'emparer de celle de la communauté tout entière. De ce fait, les autorités locales ont souvent fait appel à la légitimité des leaders religieux et pas à celle des acteurs sociaux pour résoudre les problèmes et faire baisser la pression entre les communautés. Chez les habitants d'origine marocaine des villes, le fait de se définir comme des musulmans des villes constitue un référentiel religieux interprété par certains habitants d'origine péninsulaire comme symptomatique de la bipolarisation de leur identité et de l'incompatibilité d'être en même temps musulmans et espagnols. C'est cette sorte de névrose identitaire qui empêcherait les musulmans d'éprouver un véritable attachement national. Les musulmans de Ceuta ne sont pas de vrais Espagnols, car ils jonglent entre deux mondes. Le Maroc ne les reconnaît pas car ils ont le passeport espagnol, et les Espagnols se méfient tout le temps d'eux. Chez les Espagnols d'origine péninsulaire, la frontière entre identité et religion est parfois très floue. La religiosité populaire à Ceuta et à Melilla se manifeste dans ces gestes pleins de dévouement que certains habitants des villes réalisent devant les églises ou devant les chapelles. De même, les festivités religieuses sont l'expression d'une religiosité populaire et accomplissent une fonction identitaire. Ainsi, la ferveur religieuse manifestée lors des processions et l'effervescence païenne exprimée lors des célébrations du carnaval constituent un véritable emblème de groupe, qui garantit l'appartenance mais aussi l'intégration sociale et culturelle au collectif majoritaire, à savoir d'origine péninsulaire espagnole et de tradition catholique. Un patriotisme partagé. Lors de tous mes entretiens avec des Espagnols d'origine marocaine, l'affirmation « revendiquer l'espagnolité » ou le caractère espagnol est devenue un leitmotiv, car la méfiance à leur égard l'emporte. On est d'ici, Ceuta et Melilla, mais on doit souvent le justifier car ils ne nous croient pas. La peur d'une conjuration pro-marocaine de la part de ces musulmans espagnols semble être la raison de cette méfiance. Une crainte insensée si l'on tient compte du fait que la majorité de mes interviewés musulmans affirment que il y a très peu de musulmans à Ceuta et Melilla qui se sentent marocains. Une certitude qui semble faire consensus entre les membres de ce collectif. Dans ces enclaves, le patriotisme est sans doute le sentiment le plus véhiculé par les habitants lorsqu'ils définissent leur appartenance. En effet, nous avons constaté leur dévouement pour la patrie, un terme qui est en désuétude dans le reste de l'Espagne mais qui possède ici une grande valeur. Moi, je me sens septi en effet, mais avant tout espagnol et avec un très grand sentiment patriotique. Ou moi, je suis de Melilla, l'Espagne est ma patrie, ma nation, vive l'Espagne et vive le roi. Ce vif attachement patriotique s'exprime également dans les paroles d'un interviewé qui explique la grande déception qu'il a vécue durant son service militaire dans la péninsule, où il découvrit le manque de patriotisme des péninsulaires. Je me sens très espagnol, et je me suis rendu compte du patriotisme des septis lorsque j'ai fait mon service militaire dans la péninsule. J'ai vécu ce service avec dévouement et émotion, mon uniforme était toujours impeccable. Je le portais avec fierté car je rendais service à la patrie. Mais mes camarades péninsulaires ne me comprenaient pas, et ils me charriaient tout le temps. Ils disaient que si une guerre éclatait, ils partiraient en France ou au Portugal, et ça me faisait mal car j'étais prêt à donner ma vie pour la patrie. Pour les chrétiens, Melilla et Ceuta sont l'Espagne, et elles ont toujours appartenu à l'Espagne. Cette certitude suscite la colère de certains habitants lorsqu'on pointe du doigt l'emplacement géographique des villes et l'influence du Maroc sur celles-ci. Les arguments se succèdent pour montrer que Ceuta et Melilla n'ont rien à voir avec cette autre, qui se trouve juste en face. Pour certaines personnes, cette frontière n'est que le produit de la causalité et des circonstances historiques, ce qui expliquerait qu'il faille la préserver et la renforcer. Melilla n'est pas le Maroc, c'est vrai que l'on est situé en Afrique, mais les îles Canaries sont près du Sénégal et personne ne fait le lien avec les Africains. Malgré le patriotisme des discours, l'identité des musulmans des villes a un caractère asymétrique. Pour certains, posséder la carte d'identité espagnole constitue une grande réussite, symbolisée par l'image du coussin des musulmans, dans la mesure où elle apporte réconfort et sécurité. D'autre part,
La marginalisation sociale du collectif engendre un certain malaise identitaire. Tel est le constat que l'on peut tirer du discours victimiste de certains jeunes musulmans qui se sentent exclus de la société des villes parce qu'ils sont morts, récupérant ainsi le vieil antagonisme historique. L'appartenance apparaît donc comme un stigmate social qui conditionne la position de l'individu dans la société de ces villes. Les musulmans sont soupçonnés d'avoir des comportements de caméléons. Ils retournent leur veste dès que possible. Ils sont également perçus par certains habitants d'origine péninsulaire, voire par certains membres de leur propre collectif comme des citoyens de seconde classe. Enfin, si chez certains musulmans des villes, l'identité est l'expression d'un patriotisme semblable à celui exprimé par les habitants d'origine péninsulaire, synthétisé par « espagnol et très fier de l'être », d'autres déclarent avoir une identité multiple, exprimée par la formule « ici la pièce d'identité espagnole et au Maroc le passeport marocain ». L'identité locale est l'enjeu de l'autochtonie. Pour les musulmans qui habitent les villes, les discours sur l'identité tournent autour de l'honneur lié à leur enracinement historique, de souche, dans les villes. Les musulmans revendiquent qu'ils sont plus méliliens, ou plus sceptiques que les autres puisqu'ils étaient les premiers autochtones à habiter et peupler ces villes, mais qu'après l'arrivée de troupes ibériques conquérantes leurs ancêtres furent obligés de les quitter, ayant longtemps été empêchés d'y revenir. La légitimité du sol devient parfois un véritable outil d'exclusion qui s'appuie sur le principe d'antériorité historique, exprimé par Jean-François Bayard et Peter Gueschière dans la formule « J'étais là avant ». Ce discrédit historique subsiste encore dans les mentalités de certains musulmans habitant les villes, comme c'est le cas de Gemma, dont les propos mettent en évidence que la rhétorique de l'appartenance est liée à l'ancestralité. « Je suis d'ici, Ceuta, mais je sais que moi et les autres musulmans de mon quartier, nous ne sommes pas ici depuis toujours, mais maintenant ça fait longtemps que nous habitons à Ceuta, un siècle voire plus. » Le mythe de l'origine devient donc un récit d'altérité fondatrice, au lieu de se dresser comme la célébration rassurante du même par le même, à savoir comme le legs du vivre ensemble. Une autre fracture qui semble fortement structurer l'identité à Ceuta et Melilla est liée au lieu de naissance, formant un clivage persistant entre les vieux et les nouveaux habitants. Si une certaine retenue est manifestée chez les Espagnols d'origine marocaine, les empêchant de tenir ouvertement des propos blessants sur les autres Espagnols de la ville, cette pudeur disparaît lorsqu'il s'agit de dire du mal des voisins marocains récemment installés dans les villes. Les langues se délient pour les traiter de Turcs et de Catétilios, autrement dit, ânes. Ce mépris envers le nouveau musulman n'épargne pas les femmes marocaines qui travaillent à Ceuta. Elles sont souvent perçues comme étant hypocrites et très méchantes. Ces Marocaines ont l'air très éduquées mais en réalité elles sont très méchantes. Au paroxysme du discrédit, ces nouveaux habitants se font traiter de Roms, comparaison qui vise à mieux transmettre aux péninsulaires la portée de leur débrouillardise. L'attachement historique entraîne aussi un attachement social. Ainsi ceux qui se considèrent comme de vieux musulmans expriment une forte affection culturelle pour ces villes. Certains mœurs sont en train de disparaître, par exemple, les processions de la Semaine Sainte n'ont rien à voir avec celles d'avant, ou avant, à la sortie de l'église c'était joyeux, les chrétiens s'achetaient des sucreries et on les mangeait tous ensemble. Maintenant, personne ne se rend à l'église. Pour ces musulmans, ces mœurs en perte de vitesse font partie de l'idiosyncrasie des villes. L'hégémonie du catholicisme, seule religion reconnue dans les villes pendant longtemps, ainsi que ses liens avec les autorités politiques, ont marqué non seulement les institutions, mais aussi la culture citoyenne des habitants de cultures et de religions différentes, ce qui a entraîné une certaine acculturation du collectif musulman. Il est nécessaire d'ajouter que ce clivage entre les nouveaux et les vieux habitants se retrouve également chez la communauté d'origine péninsulaire, nourrie par l'arrivée de travailleurs de la péninsule ibérique. À Melilla, on distingue les Melilleros, à savoir ces nouveaux arrivés, des Melillans, les autochtones et péninsulaires de souche, une fracture qui donne l'impression d'une intégration locale à deux vitesses. À Ceuta, la distinction se fait entre le Kabalia, l'autochtone, et celui qui ne l'est pas, le nouvel arrivé. La naissance légitime, l'enracinement local apparaissent donc comme des facteurs déterminants dans la construction identitaire. Une partie importante des membres de la communauté chrétienne, mais pas seulement, nous ont rapporté dans leur discours la déconsidération et les critiques à l'égard de ces nouveaux habitants, fonctionnaires pour la plupart,
pour qui tout est bien différent. Voyons par exemple l'extrait ci-dessous. Les fonctionnaires viennent gagner de l'argent et après, ils s'en vont. Ils s'en foutent de nous, ils font leurs courses à Nador, ville marocaine frontalière, oubliant ainsi que les commerçants d'ici doivent aussi gagner leur vie. De plus, à cette distinction entre anciens et nouveaux habitants s'ajoute la ségrégation spatiale et urbaine, la fragmentation liée aux lieux de résidence actuels au sein des villes, car vivre dans le quartier de la Cañada à Melilla ou des El Príncipe à Ceuta joue en quelque sorte le rôle d'un tampon socioculturel très fort qui détermine aussi le degré d'intégration ou de marginalisation dans les villes. Finalement, comment concevoir la mosaïque socioculturelle de Ceuta et Melilla ? Afin de répondre à cette problématique, j'ai mis en avant une approche interculturelle et identitaire des communautés qui habitent ces deux enclaves et qui ont fait des villes de laboratoire de la multiculturalité. La première conclusion à laquelle on arrive est la considération de ces territoires comme deux espaces d'interaction, de circulation et de recomposition des identités entre plusieurs communautés culturelles qui cohabitent. Ces interactions sociales et culturelles, notamment entre celles d'origine péninsulaire et celles d'origine marocaine, demeurent à la fois intenses et controversées. L'analyse de la distribution spatiale et sociale de la population de Ceuta et Melilla nous confirme une tendance prononcée à la ségrégation communautaire et une dualisation de l'espace urbain entre un centre historique peuplé majoritairement par des Espagnols d'origine péninsulaire et une périphérie où se cantonne majoritairement une population d'origine marocaine. Ces quartiers périurbains sont aussi caractérisés par la précarité socio-économique et ravagés par l'analphabétisme, le chômage et le manque de formation. Les identités à Ceuta et à Melilla semblent se construire autour de trois référents: l'appartenance religieuse, l'attachement à l'Espagne et l'enracinement local. La religion demeure très présente dans les villes, et elle est devenue un trait identificateur et un marqueur d'appartenance sociale. Si le judaïsme, l'hindouisme et surtout l'islam jouissent à Ceuta et Melilla d'une présence enracinée, le catholicisme demeure sans aucun doute la religion de référence et celle qui dispose d'une plus grande visibilité sociale. De plus, la légitimité apportée par le lieu de naissance se lève dans ces villes au rang d'argument tantôt identificateur tantôt discriminatoire, confrontant les habitants de souche à ceux qui ne le sont pas. Enfin, le patriotisme à l'égard de l'Espagne semble être un sentiment commun qui identifie l'ensemble des habitants et fédère les sociétés de ces villes. Toutefois, les origines socioculturelles stigmatisent et conditionnent le patriotisme des habitants et de ce fait, les Espagnols d'origine marocaine sont perçus par certains habitants d'origine péninsulaire voire par certains membres de leur propre collectif comme des citoyens de deuxième classe. Bibliographie. Arteaga F. España Mirando al Sur, Real Instituto Elcano numéro 18, novembre 2014. Bautista Villar J. et Villar Monsieur, La Emigración Española a Europa en el siglo XX, Madrid, Arcolibros, 1999, page 15 à 45. Bayard J.F. et GERSCHIEREP, Problématique politique de l'autochtonie, Critique internationale numéro 10, 2001, page 126 à 128. Blanche P. et Francard Monsieur, Identité culturelle, in dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles, Ferréol G. et Juquois G. édition, Paris Armand Collin, 2003, page 154 à 159. Briones R. Tarere accent aigu S. et Salguero Encuentro. Diversidad religiosa en Ceuta y Melilla, Barcelona, Icaria 2013. Canton Monsieur Rontomé C. et Escobar F.J. Studio de la Juventud en Ceuta, Ceuta. Biblioteca Publica de Ceuta 2010. Fernández Garcia, Melilla, Mosaïque culturelle. Expérience interculturelle et relations sociolinguistiques, Paris L'Harmattan 2014. Ferré Gallardo X, Acrobacia Fronteriza en Ceuta y Melilla. Explorando la gestión de los perímetros terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Document d'Analisis Geographica, numéro 51, 2007, page 129 à 149. Fernández Sotelo E., La Basílica Tardo-Romana en Ceuta, Actas y Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, tomo 2, Ceuta, UNED, 1995, page 87 à 104. Gerold C. CRS Igualitarista,
Como e que eres tan rico, Madrid, P2, 2001. González Enríquez C., Ceuta y Melilla, Nuevos elementos en el escenario. Análisis del Real Instituto Elcano Ari, Madrid, Real Instituto Elcano 2008. Martí Fusa R., Las relaciones de España y Marruecos a partir de la independencia, en el protectorado de España en Marruecos, la historia transcendida, Aragon Reyes Monsieur, édition Madrid Castalia 1992. Mayoral del Arnaud JF, El Mosaico de Melilla, in experiencias intercultural en Melilla, Granada, Sindicato Autónomo de Trabarador de la Enseñanza SATESTE, 2000, page 21-40. Pérez del Campo L., Etapa en la construcción de la cathédrale de Ceuta, Actas del Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, 1988, page 41-50. Ponce G., La persistencia del urbanismo musulmán, Los pueblos joven en Melilla y el debate urbanístico, Revista Electrónica de Geografía y de Ciencias Social, Universidad de Barcelona, volume 14, numéro 320-2010. Rontomé C., Convivencia y conflicto en una sociedad multiétnica, Ceuta, IEC, 2009, page 107-108. Rontomé C., Tolerancia, Convivencia y Relaciones Interculturales. Ceuta, Fundación Premio Convivencia 2005, page 25-27. Silva Pérez R., Ceuta, una ciudad singularizada por su condición de frontera, Actas del X Coloquio y Jornadas de Campo de Geografía Urbana, 2008, page 144-178. UCIDE, Estudio Demográfico de la Población Musulmana. Explotación estadística de ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 31-12-2014, 2015. Instituto Nacional de Estadística INE, Población Melilla 2010. INE, Encuesta Nacional de Inmigrants 2007. Atlas de Barrios Vulnérables, Université Polytechnique Madrid, Ministère du Développement 2013. Pobreza y exclusión social. Diagnóstico de los distritos 4YV de Melilla, 2011, Ministère du Développement. Article de périodique. La religiosidad sigue alimentando la dicotomía a la ciudad. El Faro de Ceuta, 16 novembre 2014. El irrésistible imán del Islam radical, El País, 27 octobre 2014. La cañada de la muerte, entre la pobreza y la exclusión en Melilla, La Vanguardia, 16 février 2014. La crisis dispara el crecimiento demográfico de Ceuta y Melilla, El País, 19 décembre 2013. Los trabajadores transfronterizos, los otros perjudicados por los asaltos, ABC, le 20 septembre 2013. Melilla est la región española con mayor tasa de bodas por lo civil, El Faro de Melilla, 27 août 2012. Exclusión social de Melilla prepara su informe sobre pobreza al Observatorio Social, El Faro de Melilla, 11 septembre 2011. Agreden al président Anur por ser sympathisant del PP, Melilla hoy, 19 novembre 2010. Defensa garantiza la vivienda a los militares, El Telegrama de Melilla, 17 mars 2009. La pression de nuestro Islam, El País, 12 septiembre 2005. El barrio más peligroso de España, El País, 28 avril 2003. Comisión Islámica alerta de la ruptura de la convivencia y de los problemas social, El Faro de Melilla, 24 juillet 2002. Sources orales. Entretien avec José, Ceuta, 23 octobre 2014. Entretien avec le prêtre Ángel, Ceuta, 3 octobre 2015. Entretien avec Francisco, prêtre de la ville de Ceuta, 1er novembre 2014. Entretien avec un journaliste né à Burgos, locaux de RTVE, Ceuta, 24 octobre 2014. Entretien mené avec les femmes de l'atelier de formation d'adultes, Ceuta, 30 octobre 2014. Entretien avec Mohamed S., vendeur de journaux dans un kiosque, Ceuta, 20 octobre 2014. Entretien avec Ahmed, Melilla, 10 février 2009. Entretien avec José Manuel, gérant de la pension La Puntilla, Ceuta, 1er novembre 2014. Entretien avec Mariam, coordinatrice de projets culturels,
21 octobre 2014. Entretien avec Abdelhacid, gérant d'un café dans le quartier de Haddu, 20 octobre 2014. Entretien avec Louisa, ex-militante du PP, 23 février 2014. Entretien avec Alfredo, fonctionnaire né à Ceuta, 2 février 2009. Entretien avec Manuela, Melilla, 7 février 2009. Entretien avec Mohamed Azid, traducteur et interprète à Melilla, le 1er mai 2015. Entretien avec José Sanchez, serveur, Ceuta, 28 octobre 2014. Entretien avec Mimoun, retraité, Ceuta, 30 octobre 2014. Entretien avec Sarah, 32 ans, Melilla, 23 janvier 2009. Entretien avec Dounia, 23 octobre 2014. Entretien avec Amira, femme de ménage, Melilla, 3 février 2009. Entretien avec Alima, Melilla, 4 février 2009. Entretien avec Saïd, employé de la résidence universitaire de Melilla, 18 janvier 2009. Enjeux de construction identitaire à échelle locale au Cap. Aurore Bonardincadet. Doctorante civilisation sud-africaine. Et Adir, Université de la Réunion. Comment parvenir à élaborer une identité qui sera partagée par les résidents d'une ville marquée par la ségrégation? La culture est souvent appréhendée comme clé pour résoudre des enjeux sociaux, économiques ou identitaires inhérents à une société. Il sera ici question de s'interroger sur l'emploi d'une pratique culturelle forte, le carnaval, et chercher à comprendre en quoi elle peut être un moyen d'élaboration d'une identité locale au sein de la ville du Cap en Afrique du Sud. Mots-clés: identité locale, représentation culturelle, démocratie culturelle, carnaval, le Cap. Culture is often used as a tool to address social, economic and identity issues in a society. Though, thinking about the process of identification among the experience of city dwelling marked by past segregation, we will try to understand the interaction between the implementation of carnival as strong cultural practices and the elaboration of a local identity in the city of Cape Town, South Africa. Keywords: local identity, cultural pattern, cultural democracy, Cape Town, carnival. L'identité locale se rapporte à un territoire géographique, une région ou une ville. Elle s'illustre par le partage d'une représentation collective au sein de la population du dit territoire, alors même que celle-ci présente une hétérogénéité sociale et économique plus ou moins importante. En effet, les identités collectives procèdent d'un processus de totalisation tant par l'accumulation de traits différenciateurs liés à l'appartenance à des classes sociales et des groupes localisés, que par leur capacité à construire des représentations collectives. Chevalier, Morel, 3. Ainsi, les inégalités sociales ne seraient pas des obstacles à la formation d'une identité locale. Denis Cuche rappelle que l'identité renvoie à une norme d'appartenance, Cuche, 82, et qu'elle donne la possibilité de s'inscrire au sein d'un groupe qui reconnaît et auquel l'individu reconnaît appartenir, dans un processus d'apparentement. Nos identités étant inextricablement liées aux environnements dans lesquels nous avons grandi et à ceux dans lesquels nous vivons. UNESCO, 14. Il est alors intéressant de se pencher sur l'interaction qui existe entre le processus de formation d'une identité collective et le contexte urbain. Les frontières de la ville sont en quelque sorte les frontières de la zone identitaire. Elles assurent une fonction inclusive et exclusive à la fois. Une telle hypothèse ne peut rendre compte des phénomènes diasporiques, bien que l'identification au pays d'origine implique une certaine transposition du territoire. L'article présent ne pourra s'attacher aux populations diasporiques, mais se restreindra à la population qui réside dans l'enceinte du territoire. En effet, il aura pour objet de parcourir des aspects de la construction identitaire au sein de la ville du Cap, une ville dont les contours ont connu de nombreux aménagements. Il sera question de s'interroger sur l'évolution post-apartheid de la construction identitaire collective, au Cap. L'échelle locale est un élément essentiel dans la mise en place du projet sud-africain. Comme le rappelle Simon Baker. Le fait que l'espace local, les langues et l'appréhension des groupes minoritaires soient des éléments employés afin de construire une nouvelle forme d'identification partagée, est une piste d'expérimentation qui peut permettre de dépasser d'autres formes d'identification. Baker 267.
Il convient d'examiner l'intérêt de chacun à l'échelle locale, en tant qu'élément primordial à la construction d'une identité collective. Dans le cas de l'identité capétonienne, nous verrons que l'accès à l'urbanité, au statut citadin, a été la première étape d'une construction identitaire commune. Il sera ensuite intéressant de se pencher sur le rôle de la valorisation des expressions culturelles, depuis un niveau individuel, et comment cela alimente une identité collective. La théorie des identités culturelles de Stuart Hall constituera la base de notre hypothèse. Nous verrons pour finir comment l'investissement dans la citadinité, couplé à l'expression culturelle, engage la ville dans une démarche de démocratie culturelle. La ville du Cap tient une place singulière au sein de la nation sud-africaine. Ville-mère du pays, elle a été la porte d'entrée des premiers Européens. Elle est caractérisée par une structuration spatiale qui porte encore les traces du système ségrégationniste de la suprématie blanche. Sa population ne présente pas la même dichotomie noir-blanc, parfois exposée de façon simplifiée, de la configuration de la population sud-africaine. En effet, la population est majoritairement constituée de personnes s'identifiant aux Coloreds. Ce sont en majeure partie des descendants d'esclaves qui ont été identifiés pendant l'apartheid comme appartenant à la catégorie métisse, Colored. Avec le démantèlement du système de l'apartheid, chaque résident d'Afrique du Sud a accédé au statut de citoyen sud-africain. Cette reconnaissance légale a ainsi abrogé les lois de discrimination raciale et rendu obsolète l'idéologie ségrégationniste qui imposait des restrictions économiques et sociales à la population non blanche. La ségrégation avait cours dans les espaces réservés, également, et l'aménagement urbain du Cap s'est effectué en suivant la théorie de la séparation stricte des individus, selon leur catégorisation raciale. L'apartheid urbain a été un des niveaux qui structurait le système de séparation raciale sud-africain. C'est notamment la loi sur les zones réservées, Groupe Areas Act, de 1950 qui permit de fractionner les zones d'habitation selon la loi de classification de la population, Population Registration Act. Des zones d'habitation destinées aux non-blancs étaient situées à l'extérieur des frontières de la ville. De ce fait, les résidents étaient exclus de la ville et ne pouvaient prétendre à la citadinité. Ces townships ont été implantés à proximité de la ville et représentaient des foyers de main-d'œuvre facilement contrôlables par les autorités locales. Comme le rappellent G. Philippe et M. Hussey Olskouch, l'activité culturelle était très riche dans les townships, et l'identité de ces populations s'est développée dans un rapport à l'urbanité basé sur les townships. Cependant, le droit à la ville constituait une revendication de la lutte contre l'apartheid. Le complexe identitaire intègre la lutte politique dont les Noirs urbains forment le fer de lance. Philippe, Hussey Olskouch, 5. Depuis 1994, les habitants du Cap sont reconnus citoyens sud-africains et ont accédé au domaine urbain. Une grande partie de la population, auparavant exclue, profite dès lors du privilège du droit à la ville. Aborder la citadinité a représenté un tournant dans la redéfinition des identités individuelles, mais a également ouvert la possibilité d'élaborer une identité commune. Les décisions en termes d'urbanisation impliquent des conséquences sur l'organisation sociale des habitants de la ville. En 2000, la métropole du Cap devient une unicity, la nouvelle municipalité du Cap, qui rassemble et affirme la volonté de vouloir créer un espace collectif à partir duquel pourrait alors émerger une identité partagée. C'est là une illustration du changement de paradigme national appliqué au niveau local, et qui va permettre d'entrevoir l'élaboration d'une identité partagée. En effet, la municipalité du Cap regroupe désormais les anciennes frontières de la ville, les townships et des régions excentrées, soit plus de 3 millions d'habitants sur une surface d'environ 2440 km². Krige et Zegei avancent qu'en Afrique du Sud, si la culture de la population blanche et celle de la population noire, auparavant, ne partageaient aucun espace d'expression commun, elles offrent désormais une base pour le dialogue interculturel et la recherche de nouvelles formes ainsi que de nouvelles façons d'exprimer un renouveau identitaire social et culturel. Krige, Zegei, intro. Cet espace commun est tout d'abord concrétisé par le territoire partagé. Ensuite, les dispositifs culturels influeraient sur la construction identitaire locale car ils alimentent la création d'une norme à laquelle s'identifient les Capétoniens.
Le lourd passé marqué par la non-reconnaissance culturelle et la séparation stricte des groupes ethniques relève d'un enjeu particulièrement complexe à surmonter. Un investissement conséquent a été mis en œuvre, dès l'instauration de la République démocratique, pour promouvoir une nouvelle idéologie sociétale. Marquée d'abord par l'engagement du gouvernement de Nelson Mandela dans une politique de reconstruction et d'adhésion nationale dans le concept de nation arc-en-ciel. Ce concept lancé par l'archevêque Desmond Tutu qui, comme le rappelle Xolela Mangju, incite à la mise en place d'un projet de nation arc-en-ciel, un projet de destin commun et d'identité partagée pour le pays. La nouvelle idéologie d'unité nationale a été également reprise à l'échelle locale. La promotion de valeurs nouvelles participe à la construction de l'identité locale en favorisant des discours qui appellent à surmonter les difficultés héritées de l'idéologie de la séparation. L'enjeu est de parvenir à rassembler une population qui a forgé ses éléments identitaires essentiellement sur un processus de différenciation et dont certains individus éprouvent toujours un sentiment d'exclusion à cause de leur situation sociale souvent précaire et déconnectée de l'image affichée de la ville du Cap. Les orientations en termes d'urbanisation sont essentielles pour lutter contre les inégalités sociales. De ce fait, le droit à la ville est un facteur capital d'intégration. Le droit à la ville se présente aussi comme un enjeu de représentation culturelle. L'expression de l'identité culturelle des individus apparaît comme un facteur déterminant dans la formation d'une identité locale. En effet, des modifications engagées à un niveau individuel vont guider des transformations qui toucheront la société dans son ensemble. L'individu se distingue des autres par rapport à ce dans quoi il ne se reconnaît pas. Comme le rappelle Descuches, le phénomène d'identification implique l'affirmation constante de ce que l'on est, de ce que l'on n'est pas et de ce que l'on partage. Les expressions culturelles apparaissent comme des biais privilégiés dans ce phénomène d'identification. En effet, exprimer sa culture apparaît être un moyen d'affirmer et de contribuer à l'élaboration de son identité. La République sud-africaine a adopté une politique de valorisation et de soutien de l'activité culturelle partout dans le pays. Krige et Zegei décrivent l'activité culturelle post-apartheid comme étant prolifique. Le développement de l'exposition culturelle est un critère déterminant dans la réalisation d'un processus d'identification. Une référence culturelle étant un lieu d'expression et d'impression, Meyerbeer, elle implique un principe de réciprocité. Ce principe de réciprocité et la reconnaissance des références culturelles au sein d'un territoire vont fonder une communauté culturelle. Stuart Hall positionne l'identité comme étant un processus en perpétuel mouvement, qui se constitue à l'intérieur et non à l'extérieur de la représentation. Il soulève là la pertinence et le poids de l'expression dans le processus de formation identitaire. Sa conception de l'identité culturelle peut être rapprochée de l'idéologie de la réconciliation sud-africaine, la formation d'une identité qui conjugue les expériences passées, présentes et projections futures. Ainsi, au sein d'un territoire urbain unifié, considérer l'identité culturelle dans sa complexité donne des pistes d'adaptation et de recomposition au sein de la nouvelle société post-apartheid, pour s'extirper des modèles qui, dans les régimes dominants de représentation, eurent pour conséquence que nous nous soyons nous-mêmes vécus comme autres. Hall 230. Appréhender l'identité culturelle au Cap, c'est permettre la reconnaissance des diverses expériences individuelles passées comme légitimes, sans distinction d'origine ethnique, sociale ou géographique. Mais aussi, permettre la continuation d'expressions culturelles quotidiennes qui vont fabriquer et enrichir une identité collective. Les différents apports sont alors traités sans hiérarchisation ou discrimination, amenant la constitution de l'identité capétonienne à travers la mémoire, le présent et l'éventualité d'un futur. L'approche de Hall favorise l'appréhension du processus d'élaboration identitaire depuis un positionnement individuel, car c'est en premier l'activité individuelle qui va ensuite aller alimenter une formation collective. Cette conception de l'identité culturelle comme développée par Hall ne peut être rendue possible que par le biais des décisions politiques nationales et locales. Au niveau national, en Afrique du Sud, le changement d'idéologie a été initié en 1994. De plus, le Livre blanc des arts de la culture et du patrimoine White Paper on Art Culture and Heritage,
document établi par le Département national pour les arts et la culture en 1996, pose les principes et les réglementations en termes d'orientation des stratégies culturelles. Il pose comme principe fondateur le fait que le droit à la liberté d'expression est garanti à tous, ce qui implique la liberté de création artistique. À l'échelle locale, les orientations des politiques culturelles prônent l'expression culturelle et créative comme des moyens d'encourager la cohésion sociale. En 2014, le conseiller municipal en charge de la culture, Gareth Blore, a déclaré vouloir favoriser le renouvellement urbain et communautaire en soutenant le développement de l'art public, des monuments et des centres culturels. Cependant, les choix passés d'aménagement de la ville ont conduit à une répartition inégale de l'offre culturelle qui demeure concentrée dans son centre-ville. Le centre-ville détient donc un fort potentiel pour la représentativité des expressions culturelles. Ainsi, occuper ou non cet espace peut occasionner des répercussions sur les éléments d'élaboration identitaire locale. Suivant cette théorie, des manifestations culturelles qui ont lieu au cœur de la ville sont pertinents à analyser. Parmi elles, les carnavals se révèlent être des moments d'expression et de transmission de l'identité culturelle capétonienne, particulièrement intéressants. Selon Denis Constant, le carnaval fournit une occasion exceptionnelle de construction, de désignation et de représentation d'une identité. Denis Constant 1998-74. 2 carnavals animent la ville chaque année et peuvent être associés à des mises en œuvre des droits culturels et du droit à la ville de citoyens éloignés du centre-ville. Ces événements ont un caractère attractif important et sont également des espaces dédiés aux capétoniens. Ils sont investis comme des occasions de célébrer le passé, le patrimoine et d'animer la mémoire de la ville. Le carnaval des ménestrels, Minstrel Carnival, débute le calendrier annuel des manifestations et opère comme un rappel du passé colonial, de l'esclavage et de la créativité de la communauté colorde. Cet événement tient une place essentielle dans l'histoire et l'évolution culturelle du Cap, ainsi que dans la pratique musicale endémique à la ville. Denis Constant-Martin rappelle que, au cours du XIXe siècle, à la suite de l'abolition de l'esclavage en 1834, l'évolution de la musique créole représentait une part importante de la vie de la culture de rue. De plus, les quelques parades et processions faisaient partie des sources d'animation du Cap. C'est cette même diversité de musique jouée au Cap qu'il faut accepter et comprendre si l'on souhaite donner une définition de la musique du Cap. En résumé, au Cap, seule la diversité est porteuse de sens. Le carnaval des ménestrels est réputé pour être l'un des plus grands au monde. Depuis plus d'un siècle, il célèbre le jour de congé des esclaves et leur unique possibilité de déambuler assez librement dans les rues du centre-ville. L'existence de troupes costumées paradant et chantant dans les rues du Cap à l'occasion du Nouvel An est attestée à partir de 1888, et sans doute existait-elle déjà avant. Denis Constant 1998-85. Le carnaval est le point d'orgue d'une organisation qui s'étale sur toute l'année. Plus qu'un moment de frénésie, il s'agit de l'illustration d'une action communautaire menée sur le long terme qui réunit un peu plus de 13 000 ménestrels. Il s'agit d'une célébration de la mémoire locale, d'un passé qui appartient bien à tous les habitants, même ceux qui ne sont pas descendants d'esclaves. C'est un moment de partage et d'échanges intergénérationnels, qui inclut l'apprentissage des instruments, des chants traditionnels, des codes spécifiques à ce carnaval et du respect des différents rôles à tenir au sein du défilé. Plusieurs troupes ont également l'opportunité de se reproduire sur la scène internationale, en dehors du cadre du carnaval. L'ancrage de ce carnaval en fait une référence culturelle partagée par les capétoniens. Les carnavals sont également des prétextes afin d'afficher l'unité de la ville, la vivacité de l'identité locale dans son caractère hétérogène, et la dynamique créative de sa population. Un carnaval est organisé chaque année afin de célébrer la ville dans son entièreté, le Carnaval du Cap. L'organisme en charge de son organisation présente tout le processus de mise en œuvre du défilé comme étant un moyen de créer un carnaval qui affiche et célèbre la diversité sud-africaine, tout en inscrivant cet événement à l'agenda touristique mondial. Sa première édition coïncide avec l'organisation de la Coupe du monde de football en 2010 et l'engagement dans une voie politique qui projette d'élever la ville au titre de ville culturelle mondiale.
L'élection du Cap comme capitale mondiale du design en 2014 en est également l'illustration. Les organisateurs du Carnaval du Cap affirment que nous célébrons notre diversité, la pluralité de nos cultures, de nos langues, de nos couleurs, races, genres et orientations sexuelles. Les différents quartiers de la ville sont invités à préparer une représentation et à défiler ensemble durant une parade qui a lieu à proximité du centre-ville. Selon un thème commun à toutes les sections du carnaval, chaque groupement propose une interprétation du thème et affiche la diversité qui anime la ville. La démarche et tout le travail fourni en amont du défilé sont des signes d'expression et de prise en main des nouveaux statuts et droits acquis. Quelle activité sociale, mieux que la fête, peut rendre compte de l'ensemble de la vie sociale ? Le carnaval nous montre, à travers la mise en scène de l'identité, que la création culturelle et l'invention des rituels nécessitent des acteurs qu'ils mettent en contact des inspirations multiples, ce qui implique d'aller à la rencontre du divers, d'apprendre dans l'altérité. Ces carnavals sont des rendez-vous lancés à la population et aux touristes. Ils engendrent une patrimonialisation de ces événements. Le rite, la scène carnavalesque, fournissent les cadres non seulement de l'affichage identitaire souhaité et fantasmé, mais aussi du changement, de la renégociation d'identités préexistantes, Denis Constant 2001. Ils sont des éléments constitutifs de l'identité locale. Des démarches d'expression culturelle comparables à celles-là sont diverses au Cap et témoignent d'une entreprise de démocratie participative dans la ville. La conception d'une identité culturelle partagée dans un contexte urbain est présupposée à l'engagement politique en faveur du respect du droit à la ville et des droits culturels. Mais encore, ce processus étant initié d'abord au niveau individuel, il engage la population dans un acte démocratique qui, au Cap, s'apparente à la démocratie culturelle. Jean-Louis Sagot du Vauroux, philosophe, a souligné la pertinence et le potentiel d'une telle démocratie réelle et directe, car en face de la politique culturelle du pouvoir économique, il est nécessaire de mettre en mouvement la souveraineté des peuples. Cet appel à la démocratie culturelle apparaît comme une condition de la diversité culturelle. L'ouverture du pays sur un nouveau paradigme de construction nationale peut être associée à l'idéologie d'une démocratie culturelle. La reconnaissance officielle du plurilinguisme, 11 langues sont reconnues comme officielles, est un exemple pertinent de l'appréhension post-apartheid de la pluriculturalité du pays. Les orientations politiques de la République sud-africaine ont permis, entre autres, le droit d'accès à la ville et celui de la liberté d'expression culturelle pour tous les citoyens sud-africains. C'est ensuite l'engagement pour une interaction entre ces droits qui rend effectives les orientations politiques. Au Cap, cet engagement est pris par des membres de la société civile, qui encouragent la population à adopter les comportements qui rendent compte de la théorie de la démocratie culturelle. Ce type de démocratie directe apparaît comme une fenêtre ouvrant l'accès à une représentation de la diversité culturelle de la ville. Ce phénomène démocratique implique la réhabilitation de toutes les cultures et doit permettre l'affirmation des préférences et la diversité des goûts, Chatzimanassis, de chacun. Ainsi, donner les moyens de mise en place de la démocratie culturelle doit impliquer que l'action culturelle doit se donner pour mission d'encourager le potentiel créateur de la population, ibidem. La démocratie culturelle permet d'ajuster la théorie démocratique à un contexte sociétal spécifique. La démocratie a été exportée dans le monde. En Afrique, elle s'est imposée comme système de gouvernance après les indépendances et n'a pas été une réussite dans tous les pays. Il est nécessaire d'adapter la théorie démocratique au contexte dans lequel elle sera étendue. L'articulation entre l'engagement du citoyen urbain et la valorisation d'une identité culturelle commune permet de mettre en place une mécanique qui répond à l'expansion d'un modèle de démocratie culturelle. La démocratie culturelle s'inscrit dans une démarche de mise à niveau de toutes les cultures par la valorisation de la participation des individus. Ce type de démocratie participative semble échapper aux avertissements de Rousseau sur la démocratie représentative. En effet, Rousseau voyait dans cette dernière un risque de perte de contrôle par les citoyens. La pratique de la démocratie culturelle encourage les citoyens, sans distinction, à investir leurs droits d'expression et leurs droits culturels.
Ce type de démocratie reprend les théories d'Alain Touraine sur le développement singulier de la démocratie selon les sociétés, et se caractérise par la possibilité de dire et valoriser la diversité culturelle. Chacun étant libre d'affirmer ses positions, ce qu'il est, sa culture, par des moyens d'expression, des manifestations culturelles. C'est une forme de démocratie basée sur le respect des droits culturels et animée par des événements significatifs. Promue par des organisations de la société civile, l'engagement démocratique de la population va pouvoir dépasser les inégalités économiques et sociales lors de manifestations ponctuelles. Le rôle de ces organisations est primordial pour assurer que la pratique culturelle soit équitable au sein de la société, qu'il n'y ait pas une surexposition ou une domination d'un type de culture par rapport à d'autres. S'assurer que tous les individus puissent avoir l'opportunité de jouir de leurs droits, au risque de s'orienter vers une pratique de démocratisation de la culture. Comme le rappelle Augustin Girard, la démocratisation de la culture repose sur deux postulats implicites. Seule la haute culture, valeur sacralisée, mérite d'être diffusée et il suffit qu'il y ait rencontre entre l'œuvre et le public, indifférencié, pour qu'il y ait développement culturel. La démocratie culturelle, au contraire, a pour principe l'expression des subcultures particulières et leur mise en relation avec les subcultures plus universelles par l'apprentissage des moyens de communication. Le conseiller municipal en charge du tourisme, de l'événementiel et du développement économique de la ville, Gareth Blore, a ainsi déclaré que la politique qui concerne les arts, la culture et les industries créatives favorise les activités culturelles qui mettent en valeur les particularités du Cap, mais qui créent des opportunités d'espace dans lesquels les capétoniens ont la possibilité de se donner à voir et s'exprimer en toute liberté. En quoi consiste la démarche d'ancrage en tant que ville créative ? Le Cap affiche les couleurs d'une ville événementielle. En ce sens, la ville participe activement à la valorisation d'expressions culturelles qui représentent des atouts essentiels pour son capital d'attractivité. Dans un tel espace d'expression culturelle, la démocratie culturelle est-elle en vigueur ? L'interrogation porte alors sur l'adéquation entre le discours politique et les termes d'application de la démocratie culturelle. Philippe Chaudoir interroge les effets de l'identification à une ville événementielle et demande justement quels sont aujourd'hui les temps qui émergent pour synchroniser à la fois nos pratiques sociales et servir de référence à l'action publique et collective ? Chaudoir. En effet, l'engouement pour la mise en place de manifestations culturelles festives peut être l'objet de mise en place de lieux d'accomplissement de la démocratie culturelle et ainsi servir de lieu de partage de références culturelles. Chaudoir précise que ce que signifie l'apparition de la ville événementielle, c'est donc le passage d'une visibilité internationale des villes comme représentantes des États-nations, à une présence des villes, sans intermédiaire, dans une logique de concurrence internationale et interurbaine. L'enjeu réside dans une certaine déshumanisation de la ville, celle-ci n'étant plus un territoire qui vit par ses habitants et les liens sociaux alimentés par des actions culturelles, mais comme un contenant à la belle présentation. Apparaît là la mise en garde quant à ce qui a été décrit comme démocratisation d'une culture. La forte attractivité, notamment touristique, peut occasionner une manipulation politique des pratiques culturelles et leur instrumentalisation par les industries culturelles. Les manifestations culturelles sont alors vidées de leur sens et ne peuvent plus avoir une portée identitaire. Il est essentiel de rappeler le caractère forcément évolutif de l'identité. L'identité même collective est un processus en constant ajustement selon les expressions individuelles qui l'alimentent. La pression engendrée par cet attrait fait entrevoir le risque de l'apparition d'une culture hégémonique. Seraient alors valorisés les traits et pratiques culturelles plébiscités par le caractère événementiel et attractif de la ville. Les industries culturelles ont en effet le pouvoir de réélaborer et de refaçonner ce qu'elles représentent, et à force de répétition et de sélection, d'imposer et d'implanter des définitions de nous-mêmes qui correspondent plus facilement aux descriptions de la culture dominante ou hégémonique. C'est ce que signifie la concentration du pouvoir culturel, la capacité d'un petit nombre à fabriquer la culture, Hall 72. Cela induirait une corruption dans le processus de construction de l'identité locale, et une tromperie quant au caractère légitime de la démocratie culturelle telle que déclarée.
Les propositions événementielles qui ponctuent l'année au Cap sont représentatives du discours politique sur l'identité locale. Le calendrier annuel des manifestations culturelles festives constitue une carte culturelle de la ville, une cultural mapping. Il permet de visualiser les espaces et les temps forts de l'expression et les phénomènes constitutifs de l'identité capétonienne. Les pratiques festives possèdent un caractère promotionnel conséquent. Elles sont l'occasion d'attirer et de rassembler un nombre important de personnes et sont des médias importants de l'identité locale. Le discours politique propose la mise en place d'une réelle démocratie culturelle. Cependant, bien que l'éventualité que le partage d'une identité locale puisse transcender les profondes disparités sociales, il est légitime de se demander si la centralisation marquée de l'occurrence de ces événements ne représente pas un frein à la démocratie culturelle. Les difficultés engendrées par les inégalités sociales peuvent produire des effets d'exclusion qui rendront impossible l'adhésion à une identité locale. Il s'agit là de l'adéquation entre les idéologies politiques et les réalités du territoire. La construction d'une identité locale suit des codes prescrits par l'idéologie politique. Son élaboration est en partie le fruit de représentations culturelles partagées, rendues possibles grâce au respect des droits culturels et à une pratique de démocratie culturelle. Pour rendre cette approche pertinente, il semble qu'un élément essentiel doit pouvoir être inclus dans la construction identitaire locale, c'est l'intervention active de la société civile, par le biais d'organismes tels ceux en charge de l'organisation des carnavals du Cap. Ainsi, la démocratie culturelle prendrait des contours d'une démocratie contributive continue. La société civile détient les moyens d'interpeller à la fois les populations et les institutions gouvernantes, afin d'ajuster les procédures de mise en œuvre d'une identité locale partagée par tous au sein du territoire. Tout en assurant la vivacité de son centre et la pérennité d'action d'expression de l'identité collective, la ville mène une politique de multiplication et de valorisation de lieux et actions culturelles portées par des OSC. L'instauration d'une politique culturelle proclamant un cadre défini des champs d'action et un cadrage sélectif dans l'attribution d'aides publiques peut cependant se révéler un obstacle à long terme à la démocratie culturelle. Comme nous l'avons vu, le statut de ville créative induit également un risque de basculement vers une entité dans laquelle le développement d'une identité locale collective n'est pas possible. Bibliographie. Bekeres, Urban Identities in South Africa, Changeover this past 25 years, in Altérité et Identité itinéraire croisé. Mélanges offerts à Christian Coulon, Darbon et al., accent aigu DS, Bruxelles, Bruylant 2010, page 261 à 276. Bellavance G, Démocratisation culturelle et action locale, in Les Arts et la Ville, acte du 15e colloque annuel, Sherbrooke, 2002, page 59 à 62. Monsieur, compte-rendu de Michel Agier, Anthropologie du Carnaval. La ville, la fête et l'Afrique à Bahia, Revue Tiers-Monde, Analyse bibliographique numéro 176 2003-2004. CHATZIMANASSISA, Démocratisation de la culture et démocratie culturelle à partir de l'exemple québécois, en ligne, in Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, Centre d'histoire de Sciences Po Paris, La démocratisation culturelle au fil de l'histoire contemporaine, Paris 2012 à 2014. http://chmcc.hypothèse.org/675, mis en ligne le 15 septembre 2014. Chaudoir PH, La ville événementielle, temps de l'éphémère et espace festif, Géo-Carrefour en ligne, volume 82 tiers, 2007. Chevalier D. Morella, Identité culturelle et appartenance régionale, quelques orientations de recherche, Carnet du patrimoine ethnologique terrain numéro 5, octobre 1985, page 3 à 5. Cuche D. La notion de culture dans les sciences sociales Paris, la découverte, Col. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.